Salut tout le monde et bienvenue à cette capsule 6.3 de votre cours de programmation orienté objet. Aujourd'hui, tel qu'annoncé précédemment, on va parler des strings. Donc, les strings, vous vous en servez déjà depuis un bon moment. On va réviser vite ce que vous en savez déjà, juste pour être sûr que tout le monde se rappelle bien. Je vais passer rapidement parce que normalement, vous êtes censé savoir ça, mais je vais ensuite vous montrer quelques trucs supplémentaires qu'on peut faire avec les strings. Il y a le PowerPoint qui est en ligne, qui a beaucoup de diapos, qui donnent plein d'exemples et qui sont très explicites. Peut-être un peu trop même au niveau où on est rendu, mais si vous avez besoin d'un refresher, allez voir ça. Si ma capsule ne vous suffit pas. Les strings, oui, voilà, parlons-en des strings. Comment ça marche un string? Ben, à la base, c'est pas compliqué. Un string, c'est un objet en fait, parce que string est une classe, donc quand on se déclare des strings, ben, c'est des objets. C'est pas des types primitifs comme char, int ou float. Donc, c'est vraiment des classes complètes, ce qui fait qu'il y a plein de méthodes à l'intérieur. Déjà, la base, ben, les strings, on peut leur affecter des valeurs, entre guillemets. On peut les concaténer avec le plus. Ça, c'est quand même nice. Je me souviens pas si vous saviez ça, mais le plus va simplement additionner deux chaînes. Donc, au lieu de faire une addition mathématique, il va juste les coller ensemble, puis le résultat, ben, c'est la chaîne telle qu'obtenue par concaténation. Donc, on peut faire, par exemple, C1 plus du texte, entre guillemets, plus C2, puis on met ça dans C3. On peut aussi utiliser le plus égal qui ajoute à la fin une chaîne quelconque. Donc ici, une chaîne de texte, deux points d'exclamation. Donc quand je vais afficher C3 ici, ben, mon Batman et Robin, double point d'exclamation, va être contenu dans C3. Donc, le fait que le plus permet de concaténer plutôt que d'additionner des nombres, c'est parce qu'il y a une surcharge de l'opérateur plus qui a été faite dans la classe string qui permet de changer le comportement de l'opérateur pour ces objets-là. Donc, on va le voir au prochain chapitre comment faire ça pour nos propres objets. Donc, je mentionne ça en passant. Évidemment, vous vous rappelez sans aucun doute qu'à l'intérieur d'une chaîne de caractères avec les crochets, un peu comme pour un tableau, on peut accéder à chaque caractère un par son index. Donc, les index commencent à 0 et se rendent jusqu'à la taille de la chaîne moins 1, comme pour un tableau. À ce moment-là, ce sont des chars qui sont là. Donc, C3 est un string, C3 entre crochets 0 est un char. Donc, si je veux modifier son contenu, ben, je lui passe un char, donc entre apostrophes et non pas entre guillemets. De la même façon, si je me fais une boucle pour aller chercher tous les chars, je vais les mettre dans une variable, par exemple char, que je peux afficher ici. J'aurais pu évidemment afficher ça directement, c'était juste pour vous inciter sur le fait que ce sont des chars et non pas des strings, ces caractères-là. Quand on veut savoir la taille de la chaîne, eh bien, on utilise size. C'est une fonction size. Il y a aussi length qui fait exactement la même chose, qui est aussi une fonction. Donc, il ne faut pas oublier les deux parenthèses. Ce n'est pas un attribut, c'est une fonction qui nous retourne le nombre de caractères dans la chaîne. Donc, chaque chaîne peut avoir sa taille. Donc, C3.size. Le fait qu'on utilise ça avec un point, ça vous montre bien que C3 est un objet qui contient tout un paquet de trucs. Si on va voir dans C3 puis on fait point, on voit qu'il y a beaucoup de stock à l'intérieur de la chaîne. Donc, un string, c'est compliqué. Il y a plein de possibilités de choses à lui faire faire. Donc, on va en voir quelques-unes aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres encore. Donc, ici, on affiche, par exemple, tous les caractères de la chaîne, chacun sur leur ligne. Les chaînes peuvent être comparées entre elles en utilisant tous les opérateurs relationnels, plus petit, plus grand, égal, différent, plus petit ou égal, plus grand ou égal. Le truc qu'il faut se rappeler par contre, c'est que quand on les compare, elles sont placées en ordre alphabétique. Donc, une chaîne est considérée comme étant plus petite qu'une autre si elle arriverait avant dans le dictionnaire, par exemple. Le truc, par contre, qu'il faut se rappeler, c'est qu'en fait, il va comparer caractère par caractère pour savoir lequel est plus petit que l'autre. Et s'il est plus petit, il va dire que la chaîne est plus petite. S'ils sont égaux, on va regarder le caractère suivant, et ainsi de suite. Ce que ça a comme conséquence, ça, c'est que les caractères sont comparés par leur code ASCII. Donc, vous vous rappellerez sans doute que chaque caractère est en fait un nombre qui a été attribué. Donc, par exemple, ici, le A majuscule vient avant le A minuscule dans la table ASCII parce que
Le A majuscule était à 65 et le A minuscule, je crois, est à 96. Donc, il vient avant. Donc, Allo avec une majuscule est considéré comme étant plus petit que Allo avec une minuscule. Donc, il faut faire attention dans ces comparaisons-là. S'il y a des majuscules, des minuscules, ça change des choses. S'il y a des accents, les accents sont beaucoup plus loin dans le cas d'ASCII que tout le reste de l'alphabet parce qu'ils ont été ajoutés après dans la deuxième partie en haut de 128. Donc, dès qu'il y a un accent, le mot est considéré comme plus gros que sa version sans accent. Donc, dans les comparaisons, il faut faire attention. Dans ce cas-ci, Allo majuscule est plus petit et c'est ce que le programme va nous dire. Donc, si on exécute ça jusqu'à maintenant, je vais commenter le reste de mon code et on regarde ce que ça donne pour voir si ça marche comme on avait prévu. Donc, effectivement, notre concaténation fonctionne. Batman, espace et espace, concaténé avec Robin, concaténé ensuite avec 2 points d'exclamation. Ça nous donne ça. Ensuite, on remplace le premier caractère par un F. Donc, ça devient Fatman et Robin. Et on les écrit un caractère à la fois avec la boucle. Et finalement, le Allo majuscule est le plus petit. Donc, ça, c'est un peu de la révision. J'imagine que c'est des choses que vous saviez déjà, à part peut-être la comparaison avec le code ASCII. Un petit truc intéressant qui est beaucoup plus facile à faire depuis C++11, c'est comment on fait pour convertir des strings en entiers ou des entiers en strings. Autrefois, c'était compliqué la façon de faire. Par exemple, si j'ai un entier i et j'essaie de mettre dedans une chaîne qui contient un nombre, je fais ça comme ça, ça ne fonctionnera pas. Si j'ai une variable qui contient un nombre, que j'essaie de mettre S dans I, ça ne fonctionnera pas non plus. Pourtant, moi, je sais que dans ma chaîne, il y a un nombre. Mais un nombre sous forme de chaîne, ce n'est pas du tout la même chose à l'interne dans la mémoire de l'ordinateur qu'un nombre sous forme numérique. Ici, c'est des caractères. Chaque caractère a son propre code ASCII. Ils sont placés un à côté de l'autre dans la mémoire, tandis que si on voulait le mettre dans un int 123, bien, ça serait un nombre en soi qui serait sur 4 octets. Donc, ce n'est pas du tout le même encodage. Fait que pour le C++, c'est incompatible. Pourtant, ça arrive souvent qu'on va vouloir, par exemple, aller lire des données dans un fichier et que ces données-là vont être des nombres, puis ensuite, on va vouloir les utiliser comme des nombres pour faire des calculs dessus. Donc, la transformation d'une chaîne à un nombre, c'est important de pouvoir faire ça. Ça a toujours été assez compliqué à gérer. Depuis C++11, enfin, on a quelque chose d'extrêmement simple. Il y a une fonction qui s'appelle s2i. Donc, ça s'écrit comme s-toi. String to int. Donc, on lui passe simplement une chaîne qu'on veut transformer en int, puis il nous retourne le int correspondant, puis il met dedans. Donc, si ensuite on fait un petit cout pour afficher notre entier tel qu'on l'a obtenu. Évidemment, il faut enlever ce bout-là qui, lui, ne fonctionnerait pas. Et là, ça fonctionne. Ça nous écrit bel et bien 1, 2, 3. Puis, on est dans un nombre entier, donc on peut, par exemple, le multiplier par 2. Puis, ça va nous donner 246. Ça fonctionne, évidemment, truc qu'on n'aurait pas pu faire avec un string. Donc, S2i, string to int, transforme un string en int. Il existe aussi la même chose avec string to double, string to float. Ça nous permet de les transformer dans le nombre, la base qu'on veut, le type de données qu'on veut. Si on veut faire l'inverse, mettre un int dans un string, on peut faire par exemple to string avec un underscore entre les deux, puis là, on lui passe n'importe quel type numérique qu'on veut transformer en string. Donc, n'importe quelle expression qui est un nombre, peu importe que ce soit des entiers, des floats, ça va être transformé en string, puis on va avoir une chaîne qui contient ces mêmes caractères-là. Là, à ce moment-là, ce n'est plus un nombre, c'est une chaîne de texte, mais qui contient les caractères du nombre. Donc, évidemment, ça ne change pas grand-chose à l'affichage, on ne s'en rend pas vraiment compte, ça va nous afficher la même chose, mais au niveau de l'encodage interne, ce n'est pas la même affaire. Donc, quand c'est une chaîne, on va pouvoir faire des opérations de chaîne. Quand c'est un nombre, on va pouvoir faire des opérations mathématiques. Donc ça, petit truc très facile pour les conversions. Enfin, C++11 régler beaucoup de petits problèmes. Ce que je veux vous montrer d'autre,
aussi maintenant, c'est des fonctions qui sont très utiles pour jouer avec les chaînes. Il va arriver souvent qu'on va avoir besoin de jouer avec des chaînes de caractères parce que, par exemple, quand on lit des données dans un fichier, souvent elles sont formatées d'une certaine façon, des données séparées par des points-virgules, par exemple, puis là, on a besoin d'aller trouver un bout de chaîne, décortiquer la chaîne, trouver où sont les points-virgules pour retrouver les données à l'intérieur. Donc, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Premièrement, ben, il existe une méthode qui s'appelle substring, sub-str. Substring, ça veut dire une sous-chaîne. Donc, ça va aller chercher une sous-chaîne à l'intérieur de la chaîne elle-même. Puis substring, c'est simple, fonctionne avec deux paramètres. Le premier, c'est le numéro du caractère sur lequel on va commencer la sous-chaîne. Et le deuxième, c'est la longueur de la sous-chaîne. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas le début puis la fin, c'est le début puis la longueur. Donc, par exemple, ici, je prends ma même chaîne C3, qui contient maintenant Fatman et Robin, et je lui dis, va chercher le caractère, à partir du caractère 10, prends 5 caractères, et ça va te donner comme juste un morceau, et c'est ce morceau-là que tu me retournes. Puis moi, je vais l'afficher. Donc, le caractère 10, encore une fois, il ne faut pas oublier que ça commence à 0. Donc, ça va être 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 6, c'est l'espace, 7, 8, 9, l'autre espace. Puis 10, ça va être le R de Robin. Donc, le 10e caractère, c'est ici. Puis on lui dit, prends-en 5. Donc, il va en prendre 1, 2, 3, 4, 5. Fait qu'il va prendre tout le mot Robin. Et si on exécute, mais on va voir qu'effectivement, ça nous sort Robin. Donc, le substring permet d'aller chercher une chaîne à l'intérieur d'une autre quand on sait à quelle position cette chaîne-là se trouve et quelle longueur elle a. Donc, c'est pratique pour pouvoir aller découper des sous-chaînes, sauf que si, mettons, notre but, c'est d'aller trouver ce qui se trouve entre deux points-virgules, mais il faut d'abord trouver où sont les points-virgules pour être capable de savoir à quel numéro on commence. C'est ça le problème bien souvent. Ben, c'est pour ça que dans les strings, il y a plein de méthodes qui sont faites pour trouver des caractères dans la chaîne. Donc, ces méthodes-là, vous les avez dans les diapos à partir de 194. On a find, rfind, find first of, puis dans la suivante, find last of, find first not of, find last not of. Donc, plein de façons de trouver quelque chose. Toutes ces fonctions-là nous retournent toujours la position de quelque chose dans la chaîne. Donc, ça nous retourne un chiffre qui nous dit au caractère numéro 5, c'est là qu'il y a ce que tu cherches. C'est tout le temps un nombre qui nous est retourné à chaque fois. Find, d'abord, c'est la plus facile. Find, on lui dit qu'est-ce qu'on cherche dans la chaîne. Ça peut être n'importe quoi. En fait, on lui demande de trouver une autre chaîne. Donc, par exemple, on peut lui dire, OK, trouve-moi où est l'espace dans la chaîne. Donc, je lui dis ici, C3, à l'intérieur, trouve l'espace. Fait que je mets un espace entre guillemets. Ce n'est pas des caractères ici, c'est des strings, parce qu'on pourrait chercher un mot complet ou quelque chose comme ça. Donc, je lui dis trouve l'espace, et là, ça va me retrouver, ça va me donner un nombre. Et si je l'affiche, ce nombre-là, juste pour qu'on voit ce que ça donne, bien, ça va me dire à quel caractère se trouve l'espace. Ici, ça nous dit au 6e caractère. Ben, pas tout à fait au 6e, au caractère numéro 6. Parce qu'on part à 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, le 6e, c'est effectivement l'espace. Donc, le caractère 6, c'est l'espace. On sait que on peut trouver quelque chose comme ça. Donc, il existe d'autres façons de faire des recherches. C'est toujours un peu le même principe. On lui dit ce qu'on cherche et ça nous retourne le numéro du caractère où ça le trouve. Par exemple, rfind, ben, ça veut dire right find, donc trouve à partir de la droite. Donc, plutôt que d'aller de gauche à droite puis d'essayer de trouver le caractère qu'on veut, il va partir de la fin de la chaîne de la droite puis il va chercher en allant vers la gauche. Puis quand il va le trouver, là, il va nous dire, OK, il est à ce caractère-là. Encore une fois, on peut chercher un mot complet, on peut chercher juste un caractère et ça va nous retourner sa position. Et puis, remarquez qu'il existe un deuxième paramètre qu'on peut utiliser, mais qu'on n'est pas obligé d'utiliser parce qu'il y a une valeur par défaut. Par défaut, c'est 0 si on ne le met pas. Mais si on veut, on peut lui dire à partir de quelle position commencer à chercher. Donc, il n'est pas obligé de commencer à partir du début. On peut lui dire part à partir du caractère numéro 10, puis à partir de là, essayer de trouver ce qu'on cherche, le mot qu'on cherche ou la lettre qu'on cherche. Donc, c'est possible de lui faire chercher à partir de n'importe où dans la chaîne.
Si on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, on sait que c'est une de plusieurs possibilités, on peut utiliser Find First Of. Find First Of fonctionne exactement comme Find. On lui dit qu'est-ce qu'on cherche, on lui dit à partir de quelle position chercher. Si on ne lui en donne pas de position, il part du début. Puis il part de la gauche vers la droite, puis il nous retrouve le premier caractère parmi tous ceux qu'on lui donne. Donc, c'est pas à ce moment-là, c'est pas qu'on cherche un mot, c'est qu'on cherche n'importe quel caractère parmi tous ceux-là. Fait qu'on peut y en énumérer plusieurs. Ce qui est idéal quand on a un fichier, par exemple, ce qu'on a lu dedans, ce sont des lignes avec plusieurs séparateurs possibles. Genre, ça peut être séparé par des virgules, par des points-virgules, par des espaces. Bien là, on lui dit cherche un de ces trois-là. Fait qu'on va lui faire une chaîne avec les trois. Puis il va nous arrêter le premier de ces trois-là qu'il va voir, il va nous arrêter puis il va nous dire c'est où. Ensuite, ben, on a le même principe, find last of. C'est la même chose, mais on part de la fin à la place. On trouve le dernier. Puis ensuite, ben, on a les versions avec not. Find first not of, puis find last not of. Donc, ça veut dire qu'il cherche le premier qui n'est pas un de ceux-là. Donc, c'est quand on cherche autre chose. Donc, on veut tout ce qui n'est pas ça. On lui donne une liste de caractères dans un string, puis lui, ben, il va nous trouver la première occurrence de autre chose que ça, soit en partant du début ou de la fin. Donc, avec ça, on peut faire plein de trucs intéressants. Par exemple, je pourrais être intéressé de remplacer dans ma chaîne tous les espaces par des points. Comment je peux faire pour faire ça? Ben, c'est vraiment pas si compliqué. On va lui dire, trouve-moi l'espace. Trouve-moi d'abord un premier espace. Donc ça, on n'a pas besoin de l'afficher, c'était juste pour vous montrer. Donc, il trouve un espace et il le stocke dans le prochain. Qu'est-ce qui se passe s'il n'en trouve pas? Ça, c'est une question intéressante. S'il n'en trouve pas, il nous retourne une constante, la constante npos, donc not a position, donc qui n'est pas une position, qui fait partie de l'espace de nom string. Donc string npos, ça veut dire j'ai rien trouvé. J'ai pas trouvé de position. En réalité, c'est -1 qui se trouve là-dedans. Fait qu'on pourrait aussi utiliser -1. Mais d'habitude, on va utiliser ça pour simplement indiquer c'est lorsque tu n'as rien trouvé, peu importe qu'est-ce que ça retourne réellement. Donc, avec ça, on lui dit, ben, si ton prochain espace n'est pas npos, donc finalement n'est pas nul, fait que ça veut dire que tu en as trouvé un, ben, va-t'en dans ton string à la position du prochain, puis mets un point à la place. Donc, on change le caractère à la position prochain par un point. Et après ça, on lui fait trouver le prochain espace après celui-là. C'est facile, on n'a qu'à rechercher avec find, chercher encore un espace, mais cette fois-ci, on va lui dire à partir d'où chercher, plutôt que de chercher du début. On va lui dire part à prochain plus 1. Donc, tu as déjà trouvé un espace ici, bien, mettons ton espace est là, tu as juste à partir là, puis là, cherche le prochain. Puis là, bien, ça va nous le placer dans la variable. On va regarder si c'est quelque chose qui existe, mais là, on va le remplacer, puis on va chercher un prochain, et ainsi de suite. Éventuellement, on n'en trouvera plus, on va sortir, puis on va afficher la phrase. Donc, on va regarder ce que ça donne, voir si ça fonctionne bien. Voilà, mes espaces ont été remplacés par des points. Donc, c'est pas très, très compliqué, mais c'est pratique pour décortiquer des chaînes. Évidemment, ici, je remplace les caractères, mais j'aurais pu faire n'importe quoi avec. J'aurais pu dire maintenant que je sais où est l'espace, je vais essayer d'aller chercher une sous-chaîne du début de la chaîne jusqu'à l'espace, pour prendre le premier mot. Puis là, ben, si je sais où est l'espace, puis je sais où est le début de la chaîne, je sais où est la fin de la chaîne, je peux jouer avec des sous-chaînes comme ça. Donc, c'est des petits calculs qu'il faut réfléchir un peu, mais c'est pas si compliqué. Si j'avais voulu remplacer les voyelles à la place des espaces, mettons, je dis je vais remplacer toutes les voyelles par des points. Comment j'aurais fait? Ben, j'aurais pu utiliser, au lieu de simplement utiliser find, j'aurais pu utiliser find. Oups, je vais écrire comme il faut, ça va aller mieux. Find first of. Donc, comme je vous disais, find first of, c'est trouve la première occurrence de une de ces affaires-là. Fait que dans ma chaîne ici, je vais lui donner toutes les voyelles. Fait que, mettons, je décide que c'est celle-là, puis je peux aussi lui donner en majuscule, mettons, pour dire ça serait bon aussi. Fait que trouve la première de ces affaires-là. Fait qu'il va partir du début, puisque je ne lui donne pas de point de départ. Et là, il va chercher. Dès qu'il va tomber sur une de celles-là, pas tout le mot complet, une de celles-là, il va s'arrêter puis il va nous dire voilà, j'ai trouvé, est à telle position. Puis là, ben, même chose, on le remplace par un point. Puis après ça, ici, ben, on va faire la même affaire. On lui dit OK, ben,
maintenant trouve la première de ces lettres-là, mais commence à partir du prochain plus 1. Donc, trouve la suivante. Et on roule comme ça. C'est vraiment pas compliqué non plus. Là, à ce moment-là, il remplace toutes les voyelles par des points. Voilà, c'est ce que ça nous donne. Les espaces sont restés comme ils étaient cette fois-là. Puis, les consonnes aussi, puis les points d'exclamation. Donc, ça a bien marché. Il les a toutes trouvées. Voilà. Donc, avec ces petits jeux-là, on peut s'amuser à décortiquer des chaînes. Et c'est ce que vous allez devoir faire dans l'exercice 6.2, entre autres. Vous allez jouer avec des fichiers, puis ensuite décortiquer les chaînes pour retrouver les données. Et ça, c'est quelque chose qui est très courant. Donc, ça vaut la peine de se familiariser avec ça.